Tout de suite par l'actualité française, et l'actualité française, c'est le rapport gallois sur la compétitivité qui crée la polémique. Regardez. Le voilà, ce fameux rapport gallois sur la compétitivité. Sa proposition phare, comme on s'y attendait, diminuer le coût du travail. L'ancien patron de ADS propose de baisser les charges sociales à hauteur de 30 milliards d'euros, 20 milliards en moins de cotisations pour les patrons, 10 milliards en moins pour les salariés. Le tout sur un an, 2 au maximum, pour créer un véritable choc. Pour financer ce programme de relance, des hausses de TVA. Le taux à 19,6 passera à 20%, celui de 7% à 10%, et il y aura une petite baisse avec une TVA à 5% sur les biens de première nécessité. Mais à vous entendre, tout est à jeter dans ce rapport. Oui, est-ce que c'est vraiment le cas ? Ah oui, absolument. Tout est à jeter. Il faut reprendre la copie à zéro. Le gouvernement nous annonce qu'il reprend une partie des propositions du rapport gallois en n'en reprenant qu'une partie et en renvoyant à 2014 la partie essentielle, c'est-à-dire la baisse des charges sociales à travers un système très complexe de crédit d'impôt. Il renonce au choc de compétitivité. C'est le retour de la TVA sociale de Nicolas Sarkozy. Ça n'était pas la peine de la critiquer tant. Bis répétition à chaque fois de ce qu'on a déjà fait, la baisse des cotisations, la baisse des impôts pour les entreprises, la réduction des dépenses publiques, la pression sur les salaires. Et le résultat, c'est le résultat économique que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour débattre de ce rapport gallois qu'on connaît enfin, on supputait depuis quelques semaines, j'ai demandé à Jean Peyrelevade de nous rejoindre. Vous êtes l'ancien président de Suez, de la Banque Stern, de l'UAP, du Crédit Lyonnais. Vous êtes président du conseil d'administration de la banque Leonardo & Co, l'auteur de France État critique, paru l'année dernière. Et j'ai demandé aussi à Jacques Généreux d'être là. Vous êtes économiste, vous avez quitté le Parti socialiste en 2008 pour le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, dont vous êtes secrétaire national à l'économie. Et votre dernier livre, c'est Nous, on peut, qui vient de ressortir en poche. C'est un manuel anti-crise à l'usage du citoyen. Alors on a entendu Jean-Luc Mélenchon, pas content du tout de ce rapport. Alors qu'est-ce que vous lui reprochez exactement, en résumé, Jacques Généreux, à ce rapport ? En résumé, très vite, on y reviendra après. D'abord qu'on l'ait commandé à ce moment-là, comme si c'était le problème majeur, essentiel dans cette France en crise, l'urgence, le rapport urgent à commander, que celui sur la compétitivité. Car ça laisse entendre, parce qu'on l'a beaucoup entendu, beaucoup dit qu'une des solutions, ou la solution à notre problème, ce serait soi-disant la compétitivité. La compétitivité, parfois, peut être une contrainte. Ça n'est certainement pas une solution à la crise. Et je vous signale que quand tous les pays cherchent à être en même temps plus compétitifs les uns par rapport aux autres, à arriver, même s'ils réussissent, personne n'est plus compétitif, c'est juste un peu plus de guerre économique. Donc ça n'est pas la solution à la crise, donc ce n'était pas le moment. Alors ensuite, tant qu'à commander un rapport, je regrette et je déplore que si on avait voulu véritablement mettre en chantier une réflexion sur la compétitivité, alors on aurait dû parler de tout. Pas seulement du coût du travail et puis de la compétitivité structurelle par la qualité des produits, la recherche, etc., ce qui est certes intéressant, mais qu'on parle aussi des autres causes de la chute de compétitivité de certains pays, dont la France ou certains pays européens, comme la surévaluation de l'euro, comme le dumping monétaire de la Chine, comme le dumping fiscal, social que se livrent les États européens entre eux à l'intérieur même de l'Europe. D'autres sources, parce qu'une baisse de compétitivité, ce n'est pas forcément parce que vous faites les choses moins bien qu'avant ou plus mal. Ça peut être aussi parce que les autres sont engagés dans une logique de guerre économique et donc vous n'avez pas comme seul choix de dire ah ben on va faire pareil, on va être dans la surenchère au moins-disant salarial. Et donc dernier reproche, évidemment, c'est que bien qu'il n'y ait pas que cela, je serais moins sévère que Jean-Luc Mélenchon. Il y a des choses intéressantes dans le rapport, comme l'idée d'un Small Business Act, de réserver des marchés à des PME, etc. Il y a des choses auxquelles je suis favorable. Mais l'essentiel de l'accent dans les préconisations est mis sur la baisse du coût du travail, alors que ça n'est pas le problème essentiel. Et alors de toute façon, un choc de 30 milliards d'euros qui va être amené à 20, si j'ai bien compris, ça fait 3% seulement du coût du travail. Autrement dit, c'est zéro, c'est rien, ça ne fait pas un choc de compétitivité quand vous avez un écart de coûts salariaux des biens produits en Europe qui va de 1 à 3 avec des pays émergents, qui peut aller de 1 à 4 à 5 avec des pays hors de l'Europe, comme la Chine. Donc ça n'a pas d'effet décisif sur la compétitivité, ce sera simplement un choc sur la consommation. Parce que si on va faire supporter ça sur la TVA ou dans de nouvelles dépenses supprimées, eh bien ce sera un choc de plus sur notre économie qui n'a pas besoin de ce choc-là, qui a besoin d'un choc de croissance, d'un choc de retour à l'emploi, enfin, d'un choc politique, c'est-à-dire d'un gouvernement qui gouverne et qui soit décidé à nous sortir de la crise. Jean Peyrelevade, vous le défendez plutôt, ce rapport ?
Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il marque une cristallisation très importante et une prise de conscience sur deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est que la prospérité d'un pays est liée à la puissance de son appareil industriel. Je pense que c'est bon à rappeler. Il ne peut pas y avoir d'économie moderne uniquement fondée sur les services. Ça n'a pas de sens. Et la deuxième constatation, qui est plus dure pour nous Français, c'est que depuis plus de 15 ans, nous détruisons peu à peu, année après année, de manière structurelle, de manière permanente, notre appareil industriel. Juste pour vous donner deux chiffres, notre production industrielle aujourd'hui est au même niveau qu'il y a 15 ans. Nous n'avons pas progressé. Notre consommation de biens manufacturés a augmenté de 20%. C'est pas énorme, 1% par an à peu près. Mais comme notre production n'a pas changé, nos importations de biens industriels sur la période ont doublé. Et donc, de 25 milliards d'excédents, nous sommes passés, sur les seuls biens manufacturiers, nous sommes passés de 25 milliards d'excédents à 25 milliards de déficit. Quelle est la cause profonde? Bien entendu, oui, nous avons des problèmes de gamme, nous avons des problèmes d'innovation, nous avons des problèmes de recherche de produits nouveaux et nous sommes moins sophistiqués en termes de gamme que l'industrie allemande. Mais, et là j'ai un désaccord avec Généreux, un de plus, c'est que lorsqu'on regarde sur longue période, le coût du travail est un problème fondamental puisque sur longue période, et ceci, ça n'est pas dit en termes aussi crus, même dans le rapport gallois, nous avons une progression des salaires en France depuis 15 ans, depuis 20 ans, qui est supérieure à la progression de la productivité du travail, dans toute la sphère française, administration, services et industrie. Donc depuis 15 à 20 ans, année après année, nos prix de revient de fabrication progressent plus vite que ceux de nos concurrents. Dans une économie mondialisée, ça conduit nécessairement à la disparition progressive de l'appareil productif. Oui, Guy Sormand, oui, tout cela est vrai et me paraît très théorique et ne répond pas, me semble-t-il, à la question centrale que se posent les Français, qui est celle de l'emploi. C'est-à-dire que ce rapport n'apporte aucune réponse à la question du chômage, qui est la question essentielle aujourd'hui de la société. Et pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à la question? Parce qu'il aurait dû s'attaquer à un certain nombre de tabous qui me paraissent beaucoup plus importants que le mode de financement de la sécurité sociale ou la compétitivité industrielle. C'est que les jeunes ne trouvent pas d'emploi parce que toute la filière éducative est totalement inadaptée à l'économie moderne. Même les diplômés ne trouvent plus de travail. Il n'y a plus de formation professionnelle adaptée aux emplois disponibles. Donc le tabou de l'éducation nationale n'est absolument pas abordé par ce rapport. Ce qui n'est pas abordé non plus dans ce rapport, c'est le monopole de la sécurité sociale. Peut-être est-ce qu'on pourrait imaginer une solidarité sociale à un moindre coût en introduisant un peu de concurrence. Ce tabou-là n'est également pas abordé. N'est pas abordée la raison principale pour laquelle les entreprises ne recrutent pas de jeunes aujourd'hui, c'est que le code du travail fait que si vous recrutez, vous ne pouvez pas licencier. C'est-à-dire que ce rapport, très astucieusement, contourne l'obstacle. C'est un rapport que je trouve assez insignifiant. Il est vrai et il est insignifiant. Il passe à côté de l'essentiel parce qu'il ne veut pas fâcher, il ne veut pas mettre en cause les trois piliers de la société française, et de la gauche française d'une certaine manière, le monopole de la sécurité sociale, une éducation nationale totalement bureaucratisée et un code du travail qui interdit le recrutement. Donc s'il y a une révolution économique à faire qui va dans le sens du rapport, moi je la prendrai à partir de la racine même, qui est en gros la formation, la solidarité et la quantité de travail. Et le reste nous sera donné de surcroît si tout va bien. Vous exagérez un peu. Vous exagérez un peu, parce qu'il faut faire court, bref et direct. Mon cher Guy. Mon cher Guy Sormand, parce que malgré tout, on ne peut pas nier que la question de l'emploi soit liée à la compétitivité. C'est l'existence même des industries et donc de l'emploi qui est en jeu, malgré tout. Comme vient de le rappeler M. Perlevade, il a tout à fait raison, je souscris à ce que vous disiez. Il faut dire une chose, c'est qu'il y a une sorte de défaitisme rampant sur la question de la guerre économique dont vous avez été un triste porte-parole, Monsieur Généreux, pardon de vous dire cela, j'admire aussi vos analyses, je les lis, je les partage quelquefois, mais enfin votre raisonnement, le raisonnement que vous teniez à l'instant m'enchante. Vous dites il ne faut pas que la France s'engage dans la guerre économique parce qu'elle est sans fin, ça sera une surenchère. Vous suggérez quoi? Qu'on abandonne? Qu'on laisse tomber? C'est quand même
mon avis, un défaitisme un peu inquiétant. Non, en réalité, et là je rejoins ce que disait François Fillon tout à l'heure, ce qui est inquiétant, c'est que ce rapport, le rapport de Louis Gallois était un tout, et il est inquiétant que le gouvernement n'en prenne qu'un petit morceau parce qu'il est gêné aux entournures, justement à cause du front de gauche. Il ne veut pas aller aussi loin que Louis Gallois l'estime nécessaire. Et je pense d'ailleurs que c'est une faute grave de ce gouvernement, parce qu'il aurait dû avoir l'audace soit de ne pas le prendre, soit de le prendre dans son entier, dans sa logique. Là, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et il me semble que ce petit saupoudrage, on n'est pas loin de l'usine à gaz, parce qu'alors on baisse les charges des entreprises de 20 milliards sur 3 ans, mais on augmente la TVA de 7 milliards par an. Bon, c'est tout à fait... Bon, c'est un peu... C'est le bon taux. Oui, c'est un peu du bon taux, Guy, vous avez raison, c'est un peu du bon taux. En réalité, je ne dirais pas comme Guy Sormand que les causes sont ailleurs, mais elles sont quand même beaucoup dans l'état dépensier, je trouve. Les entreprises sont surchargées de taxes parce que l'État, faute d'être suffisamment légitime, sans doute, ça c'est très indirect ce que je dis, mais je crois que la source du problème est là, dépense beaucoup d'argent pour complaire aux clientèles, aux communautés, etc. Et cette abondance, n'est-ce pas, de primes, d'indemnités, de soutien à ceci, de soutien à cela, coûte très cher. C'est le cas typique du père de famille qui n'a plus d'autorité chez lui. C'est le problème de l'État aujourd'hui qui perd sa souveraineté et sa légitimité et qui donc est obligé de faire des cadeaux pour être accepté parce que son autorité ne passe pas. Alors il veut montrer qu'il est là et donc il fait des cadeaux. Seulement, le problème, c'est que les cadeaux ont deux conséquences néfastes. C'est que d'une part, des revenus viennent dans les poches d'un grand nombre de Français sans être liés au travail. C'est grave, c'est une dévalorisation du travail qui touche indirectement la santé même, le feu même de l'entreprise. Et je serais très partisan d'une revalorisation, comme disait Jean-Pierre Chevènement naguère, de la valeur travail. Et ça suppose justement que l'on ne rémunère pas ceux qui ne font rien. Bon, pour aller pour couper à travers champ. Et puis, l'autre conséquence de cette abondance de cadeaux, c'est que l'État a besoin de se fournir sans cesse en ressources nouvelles. Et bien entendu, les entreprises jusqu'à présent ont été des vaches à lait. Et ce qui est aujourd'hui légèrement en faute de saupoudrage accordé aux entreprises est très insuffisant pour casser cette culture d'opposition à l'entreprise, d'opposition au travail, d'opposition à la guerre, d'opposition à l'habileté sur les marchés étrangers, à la volonté de conquête, et aussi d'ailleurs à la reconquête du marché intérieur, parce qu'il nous manque un marché intérieur, c'est aussi un problème, je pense que là-dessus nous nous rejoindrons plus volontiers, Monsieur Géniaud. Voilà les cœurs du problème. Et toutes ces petites mesures d'aujourd'hui qui ne sont pas si équilibrées que ça, me semblent très insuffisantes. Jean-Pierre Levade, je vous donne tout de suite la parole, mais Jean-Pierre Levade, vous êtes d'accord quand le reproche est fait au gouvernement de n'en prendre qu'une partie et que ce ne sera qu'un saupoudrage? Je suis d'accord sur le fait que ce qui a été fait ou décidé à partir du rapport Gallois est insuffisant et que ça n'est que le début et qu'il va falloir écrire les chapitres suivants. Mais en même temps, je trouve le reproche mal fondé parce que c'est la première fois qu'un gouvernement de la République, de manière explicite, accepte dans sa globalité un diagnostic sur la perte de compétitivité de notre appareil industriel. Ça n'a jamais été fait avant, je m'excuse. Monsieur Sarkozy ne l'a jamais fait dans des termes aussi précis. Mais parce que c'est une urgence aujourd'hui. Non, ça dure depuis 20 ans. Enfin, et pour répondre à M. Guy Sormand, depuis 20 ans, si nous avions simplement maintenu nos parts de marché sur les produits manufacturés, nous aurions aujourd'hui 1,5 million d'emplois en plus, c'est-à-dire la moitié du montant du chômage français. Ça, vous n'en savez rien. Mais écoutez, il suffit... Hypothèse. Non, c'est pas une hypothèse. Il suffit de voir la destruction d'emplois dans l'industrie depuis 20 ans. Écoutez, il y a aussi des emplois dans les services. Il ne faut pas croire que l'industrie est le seul fournisseur d'emplois, parce que l'industrie étant de plus en plus productive, elle crée de moins en moins d'emplois. Je suis vraiment étonné que la question de l'éducation et de l'adaptation ou pas de l'éducation à l'économie nationale ne soit pas posée. Mais ça vient après. Ça vient après. Non, ça vient après. Non, ça vient plutôt avant. Non, je vois. C'est pas le rapport qui est en cause. C'est la question. Je crois que la question n'était pas la bonne. Je crois que la question est superficielle. De toute manière, une politique économique, on en sera tous d'accord, elle sera jugée à ses résultats. Bon. Je vous parie que dans 1 an, dans 2 ans,
le nombre de chômeurs en France, malheureusement, sera plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça, vous n'avez pas grand mal. Vous n'avez pas grand mal à faire ce pari-là. C'est quand même malheureux d'être d'accord sur cette hypothèse. Moi, je rejoins en tout cas Guy Sormans sur l'idée que, en effet, la question n'était pas la bonne. Et il a raison, même si on n'est pas sur la même voie, sur les pistes que nous envisageons sans doute, de dire que la question est quel projet de renouveau, de progrès pour la France, après, par des voies à débattre, à examiner. Et en effet, l'angle de la compétitivité immédiate n'était pas le bon. Mais pour répondre notamment à ce que vous disiez sur le défaitisme, soi-disant, de mon propos, il n'y avait aucun défaitisme. Il y a simplement, d'abord, une invitation au réalisme économique. Quand on nous dit si réellement on attend la solution à nos problèmes, la solution au déficit de croissance, d'emploi, etc., à un regain de compétitivité de la France vis-à-vis de la Pologne, de la Hongrie, etc., même de l'Allemagne. Alors ne parlons pas de la Chine, de l'Inde, etc. Si on me dit que la piste essentielle et qu'il faut travailler, c'est la baisse du coût du travail pour être plus compétitif, ben, je suis désolé, mais le professeur d'économie que je suis rigole avec des milliers d'économistes dans le monde parce que faire un choc même de 50 milliards sur le coût du travail en France, ce qui représente 5% des 1080 milliards de coût du travail en France, 5% en moins sur le coût salarial total quand vous avez les écarts que nous avons avec des pays émergents en Europe et dans le reste du monde, ça n'est rien, ça ne règle pas le début du commencement du problème. Donc simplement, ce n'est pas du défaitisme, ça je vous dis que la voie qui consiste à dire c'est principalement par la baisse du coût du travail qu'on va s'en sortir, est une impasse totale. Si on devait... Alors parlons de la concurrence avec la Chine. Alors dans quel sens faut-il explorer les solutions je ne nie pas, bien que la guerre économique ne soit pas effectivement ma tasse de thé en soi, mais je conçois bien qu'il y a de la compétition économique. Mais alors, tant qu'à faire une Europe qui, en effet, est engagée dans une espèce de compétition internationale dans le monde, et qui, en effet, est très rude, et qu'au moins, elle soit au moins aussi armée que le sont les autres puissances nationales et les autres politiques industrielles dans le monde. Donc, moi, je vous dis que si on cherche par la baisse du coût du travail à être compétitif vis-à-vis de la Chine, il faudrait diviser par 4 ou 5 nos salaires dans les 10 ans qui viennent, ou multiplier par 4 ou 5 notre productivité. Donc vous préférez le protectionnisme européen? Ça n'est pas concevable et ça n'est pas possible, ça n'est pas la bonne voie. Bon, maintenant, je constate que la Chine a, par sa politique sur le yuan, entretient une sous-évaluation permanente de sa monnaie, du dumping monétaire. Je constate que la surévaluation de l'euro en Europe a coûté très très cher en termes de compétitivité aux pays européens. Plus spécialement à des pays comme la France, l'Europe du Sud, qui n'ont pas les atouts spécifiques de spécialisation dont disposait l'Allemagne. Donc ce n'est pas du défaitisme. Je veux dire, s'il y a une guerre économique et une compétition, eh bien, attention, ne soyons pas, je dirais, alors là, de doux rêveurs. L'Europe est confrontée à des puissances qui ont des stratégies industrielles, de développement industriel et des stratégies de compétition qui sont agressives, qui sont protectionnistes. Ce sont les États-Unis, le Japon, la Chine, etc. Et donc, regardons les choses réellement. D'accord, il faut agir à peu près sur tous les créneaux. La compétitivité notamment, mais aussi la surévaluation de l'euro. C'est-à-dire que déjà, il faut corriger. On peut agir sur plusieurs. Il y a des écarts de compétitivité qui résultent d'une compétition déloyale, qui n'est profitable finalement à long terme à personne. Ça, c'est un peu donc, cette faire porter le chapeau aux autres parce que nous ne sommes pas capables de résoudre nos propres problèmes. Juste Jean-Pierre Levade, parce que je vous vois bouillir depuis tout à l'heure. Vous avez raison, il faut agir sur C'est pas assez, 50 milliards, 5%, c'est pas assez. D'abord, juste une remarque. 50 milliards, c'est 10%. 10%, vous avez dit, ou 5%? 5% des salaires totaux. Oui, mais c'est à peu près 10% des salaires dans les entreprises. Or, c'est des entreprises dont nous parlons. 10%, ça commence à être plus significatif. Mais de manière plus importante que ça, je n'ai jamais dit que c'est le problème numéro un. Ah, mais je parle pas du rapport Gallois. Non. Le problème numéro un, c'est que nous avons depuis 15 ans des salaires qui progressent plus vite que la productivité. Ça, vous pouvez être dans n'importe quel environnement économique. Je ne sais pas comment on tient par rapport à la concurrence quand on fait ça. Et deuxièmement, le discours de Jacques Généreux a une faiblesse fondamentale.
c'est que les déséquilibres français en matière de commerce extérieur, ils ne sont pas principalement avec la Chine, les États-Unis ou le Japon. Les deux tiers du déficit français et les pertes de position de marché de la France à l'exportation, elles sont à l'intérieur de l'Europe, et plus spécifiquement à l'intérieur de la zone euro, alors qu'il n'y a pas de différence de monnaie et que les règles du jeu sont absolument homogènes. Avec l'Allemagne en particulier. Mais pas seulement, toute l'Europe du Nord. Sans savoir vous ajouter de l'eau à mon moulin. Parce que ça montre précisément... Le résultat du rapport Gallois, c'est quoi? Ça va finalement être une augmentation des impôts. Parce que ce que l'on décrit, les milliards que l'on soustrait à la masse salariale, on ne va pas les compenser par une réduction de la dépense publique. On les transporte vers le contribuable. Voilà, c'est pour ça que je parlais du jeu du bonneteau. On va écraser un peu plus le contribuable et le consommateur. Et donc je ne vois pas en quoi la destruction du marché intérieur renforce la compétitivité industrielle française. Là, il y a un raisonnement qui m'échappe totalement. Ouvrons, Philippe Gueluc, quelque chose à ajouter sur... Non, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la merde. Et quand j'entends quand j'entends des spécialistes d'un côté et de l'autre qui sont pas déjà pas d'accord entre eux et qui sont pourtant des gens très très informés, très malins sur les sujets, je me dis mais à qui se fier? L'un prétend, avant les élections, qu'il va tout résoudre, l'autre aussi. Aucun des deux n'a les armes pour le faire. Donc, réellement, je ne sais pas comment on peut s'en sortir. Barbara Cassin. Moi non plus. On voit que la gauche, comme d'habitude, peut réussir à faire la politique de la droite. Bon, ça c'est quand même un fait massif. On n'y arrive pas. Enfin, elle y arrive mieux que la droite. Hein, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est qu'il faut vraiment prendre et repenser très fort l'Europe. Il faut vraiment reprendre ça en considération. C'est-à-dire que la France est dans un état catastrophique à l'égard des puissances genre Chine, etc. Mais à l'intérieur de l'Europe, parce que l'Europe n'est pas assez bien pensée, n'a pas fini de se penser. Bon, ça me paraît une urgence. Voilà. Et à part ça, je décrirais la catastrophe de la manière suivante. Nous sommes dans une société de travailleurs sans travail. C'est ce qu'on peut imaginer de pire. Voilà. Mais il y a quand même un point très important, parce qu'on est en désaccord sur les solutions, mais ce que disait Jean-Pierre Levade au début est important, c'est que pour la première fois, peut-être, tout parti confondu, il y a une analyse honnête de la situation. Et ça, c'est tout à fait nouveau. On est sorti de l'ère du déni, et je crois que ça, c'est le mérite que l'on doit reconnaître à ce rapport. J'entends bien, mais si vous voulez... Vous l'avez souligné vous-même. Bien entendu, incomplète, je suis en désaccord avec l'orientation du rapport, je pense qu'encore une fois, ce n'est pas le sujet, mais le fait d'être conscient tout d'un coup que la France est en déclin, pour dire les choses très simplement, c'est un phénomène. Oui, absolument. Pas seulement. C'est important. Juste des interrogations faussement naïves, parce que je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le Parti socialiste, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le seul horizon, enfin je veux dire, on a l'impression qu'il ne s'interroge pas sur un autre modèle économique. Il ne s'interroge pas sur un autre modèle économique. On a l'impression que le seul horizon possible, c'est le libéralisme. Et c'est vrai que là-dessus, on est... voilà. C'est ça, c'est le postulat qui... Il y a un postulat fondamental qui empoisonne la gauche social-démocrate en Europe depuis 30 ans, qu'on a maquillé sous le nom de mondialisation, qui ne veut pas dire grand-chose, qui est que de toute façon, avant de se poser une question, on part du principe qu'il n'y a pas de solution. Il faudra être compétitif, c'est-à-dire qu'il faudra être à la hauteur des exigences de la compétition mondiale. C'est-à-dire qu'on part d'un principe de guerre économique. J'y reviens. Et, pardon, non seulement... Mais parce que quand la concurrence est parfaitement libre, c'est la guerre. Voilà. C'est la guerre, ça se passe même chez nous, en Europe. La concurrence fiscale et sociale, c'est quoi? C'est pas de la concurrence loyale à la loyale, les entreprises qui investissent, qui font un meilleur produit qu'une autre. Non, non. C'est je te pique tes marchés parce que je paye moins bien mes salariés, parce que j'ai moins de protection sociale pour mes salariés. Vous pensez qu'il faudrait limiter cette concurrence de tous contre tous, Jacques Quand Lheureux. vous postulez que votre modèle économique, ça consiste à être compétitif, vous avez renoncé à tout projet de société, à toute politique, vous êtes engagé dans une logique de guerre. Maintenant, je ne dis pas, je ne suis pas pour la fermeture des frontières et la suppression de toute concurrence. Je dis, mais c'est un résultat de l'analyse économique. Il n'est de concurrence bonne que celle qui est limitée et encadrée, et notamment en Europe, puisqu'il y a une concurrence avec d'autres espaces dans le monde.
Nous serions bienvenus, entre Européens de l'Union européenne, de nous faire une concurrence plus modérée entre nous. Pourquoi l'Allemagne? L'Allemagne fait aussi essentiellement ses excédents sur le dos des 5 premiers pays européens, alors qu'elle perd des parts de marché en Asie, aux États-Unis, etc. Non, elle ne perd pas de part. C'est inexact. C'est inexact. En termes d'excédents, vous avez raison, c'est pas en termes de parts de marché, en termes d'excédents de son commerce, elle recule. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas une concurrence plus modérée entre nous, avoir des synergies, des coopérations en matière d'innovation, de recherche, repenser l'Europe, une Europe de la coopération? Car quitte à être dans une compétition mondiale, eh bien au moins être en compétition entre des espaces de taille comparable qui, entre eux, pratiqueraient une concurrence modérée, c'est-à-dire des formes de coopération. Et voilà un autre projet. C'est facile d'admettre la libre concurrence, dire aliment entre nous, si on est d'accord sur certains standards sociaux, certains standards fiscaux, certains standards environnementaux. C'est-à-dire que la concurrence ne nous oblige pas à toujours payer moins nos salariés, à sacrifier nos systèmes de protection sociale. Jean-Pierre Levade avait demandé... Non mais l'Europe que vous décrivez n'existe pas. Faisons-la. Notre Europe est... Non, mais je veux dire, l'Europe est quand même très réglementée. Vous montrez une espèce d'économie ultralibérale, de chacun contre chacun, la guerre contre tous. Lisez le Code du travail, il y a quand même 2000 pages. Lisez les règlements de l'environnement, il y a 2000 pages. La concurrence sociale, rien du tout. Jean-Pierre Levade voulait intervenir. D'abord, pour répondre aux problèmes des économistes qui ont des avis divergents, etc. Quand vous choisissez un économiste, c'est comme quand vous choisissez un médecin. Hein. Vous faites un pari, c'est à vous de mesurer. Hein. La médecine, c'est plus scientifique que l'économie. Non, c'est un peu pareil. Il y en a qui tuent leurs malades. C'est à peu près pareil, absolument. Deuxième remarque, madame, il y a une vérité élémentaire que les Français ont beaucoup de mal à accepter. C'est que toutes les richesses marchandes, chaque mot est important, toutes les richesses marchandes sont produites dans des entreprises. Il n'y a aucun autre lieu de production de richesses marchandes. Par définition, de même que les coupes de coiffure, je pense, très bien, mais c'est bon à rappeler. Autrement dit, la dépense publique en elle-même n'est jamais créatrice de richesse. Ouais. Ah, ça c'est faux, pardon. On en fera un débat une autre fois, ça vous ennuie pas. Parce que là, je vous ai laissé parler. Je vous en prie, je vous ai laissé parler. Troisièmement, quand on dit nos malheurs sont dus au caractère déloyal des autres, est-ce que c'est la faute des autres si les dépenses de recherche privées en France sont inférieures à ce qu'elles sont dans toute l'Europe du Nord? Si l'innovation est de quantité inférieure à tout ce qu'elle est dans l'Europe du Nord. Est-ce que c'est notre faute? Je vous rejoins sur les problèmes de formation et d'éducation, vous voyez. Est-ce que c'est la faute des autres si nous formons moins de techniciens habitués à manipuler la technologie, que nous avons moins de techniciens supérieurs que toute l'Europe du Nord? Voilà. Donc ça, c'est pas un problème de dumping social ou de fiscalité divergente. C'est un problème d'orientation du modèle économique français. J'ai rien dit, moi. Non, mais je m'arrête sur le terme de guerre, parce que je crois quand même que c'est un peu... Je crois quand même que cette concurrence, cette compétitivité-là qui a été le mot-clé de ce rapport, ça induit quand même un rapport belliqueux, un rapport de guerre. On est tous d'accord, vous êtes tous d'accord sur le fait qu'une société ou qu'une entreprise qui n'est pas en croissance est condamnée à s'éteindre. Or, ça, c'est quand même un principe de guerre, c'est une déclaration de guerre. Quand vous achetez un iPad, est-ce que vous avez le sentiment de participer à la guerre? D'une certaine façon, oui. En tout cas, peut-être pas à la guerre, mais à de la violence. Sûrement. C'est un univers, évidemment, forcément, l'univers économique est forcément violent. En vous écoutant, je commence à comprendre les problèmes de l'économie française. Hein. Ça, alors là, c'est une il faut toujours écouter les artistes et les intellectuels. Attendez, mais dites-moi pourquoi? Parce que je dis violence, ça vous choque? Vous ne trouvez pas que le choc bancaire d'il y a quelques mois n'est pas violent? Mais enfin, je veux dire, où les banques font un hold-up. Pourquoi acheter un iPad, c'est un acte de violence? Ça, je comprends pas. Je parle de l'économie en jeu. Mais c'est celui qui le vend, je trouve, qui utilise des méthodes assez violentes et assez belliqueuses. Le terme qu'on n'a pas employé, que j'ai très peu entendu, c'est politique, d'une certaine façon. Or, la politique est quand même là pour encadrer oui, peut-être vous, mais je suis plutôt d'accord avec vous. Pour encadrer justement les débordements de la guerre économique. Et
il me semble que... Alors, maintenant, je ne sais pas si ce gouvernement a vraiment envie de partir en guerre. Il lance une espèce de déclaration de guerre, mais on ne sait pas s'il a vraiment envie d'y aller, quoi. Donc, voilà, c'est ça qui est... Vous avez rappelé le mot essentiel. C'est parce que le politique... Excusez-moi, le politique est assez évaporé. On a affaire à un immense problème, qui est en effet le déclin de la France. Alors il faut agir, mais au fond, c'est très complémentaire ce qu'on dit les uns et les autres. Il faut agir sur plusieurs éléments. Oui, l'Europe est complètement ratée. Oui, il faut reconquérir le marché intérieur. Oui, l'euro est surévalué, ce qui nous fait perdre des parts de marché. Oui, il faut agir sur la compétitivité, sur l'éducation, sur la recherche, vous avez raison. C'est-à-dire mener une grande politique qui correspond à une situation de guerre. Le premier à avoir utilisé l'expression de guerre économique, c'est Michel Debré. Feu Michel Debré, il y a 40 ans. Excusez-moi, pour moi un peu plus, premier ministre du général de Gaulle. Tout le monde lui a sauté dessus à l'époque, ça paraissait en effet violent pour le coup. Et puis finalement, on arrive à se rendre compte que cette guerre, on l'amène ou on l'amène pas. Mais on ne l'amènera que par une grande politique. Et le problème de ce petit gouvernement, c'est qu'il a de petits moyens, une petite légitimité et qu'il n'est pas à la hauteur de l'immense enjeu que supposerait une grande politique. C'est pour ça qu'il faut restaurer sa légitimité. Le mot de Michel Debré qu'on terminera ce débat.